Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan préside au Polo Club suisse de la Garde Royale à Rabat la finale de la première édition de la Coupe du Trône de Polo. L'équipe de polo de la Garde Royale a remporté le titre de cette première édition. Stress hydrique dans les douars de la région de Marrakech-Safi, les réserves en eau s'amenuisent de jour en jour. Source de grande inquiétude qui appelle des solutions rapides et efficaces. La mobilisation s'accentue. Également dans ce journal, visite guidée au musée paléontologique de Mgoun dans la province d'Azilal. C'est le premier parc du genre au Maroc et en Afrique, découverte en fin de cette édition. Bonsoir. Avant de développer ces titres, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid est arrivé aujourd'hui à Londres pour présenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux funérailles d'État de la Reine Elisabeth III. À son arrivée à l'aéroport de London Stansted, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a été accueilli par un représentant spécial de Sa Majesté le Roi Charles III, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi accrédité à Londres et le consul général du Royaume à Londres. Le cortège princier s'est rendu au palais de Buckingham pour assister à la réception donnée par Sa Majesté le Roi Charles III en l'honneur des invités officiels. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé au Polo Club suisse de la Garde Royale à Rabat la finale de la première édition de la Coupe du Trône de Polo et c'est l'équipe du Polo de la Garde Royale qui a remporté le titre de cette première édition face à l'équipe de Patrick Guérand à Hermès, la Palmeraie Polo Club d'Assela sur le score de 5-0. Abdelali Iyad, Arbin Hiri et Boubkar Mabret. À son arrivée au Polo Club suisse de la Garde Royale à Rabat, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan a été salué par un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan a donné le coup d'envoi de la compétition et rejoint la tribune officielle pour assister à la finale qui a opposé l'équipe de la Garde Royale au PGH, la Palmeraie Polo Club à Sela. Abdeslam Hanafi, Aziz Taleb, Zohir Leshgar et Si Mohamed Mhamdi forment l'équipe de la Garde Royale. Ahmed Qadiri, Yassine Daouda, Taïser Qadiri et Ignacio Tejerena Nacho représentent l'équipe PGH à Sela. L'équipe de polo de la Garde Royale avait battu en demi-finale l'école royale de cavalerie de Temara sur le score de 5-3, tandis que l'équipe de PGH, la Palmeraie Polo Club, a éliminé Jenan Ammar Polo Club de Marrakech 10-5. À la fin du temps réglementaire, l'équipe de la Garde Royale s'adjuge le trophée après sa nette victoire sur le PGH Assela sur le score de 5-0. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a procédé à la remise du trophée. La coupe a été remise au commandant Si Mohamed Mhamdi, capitaine de l'équipe de la Garde Royale de Polo. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a posé pour une photo souvenir avec les deux finalistes. La première édition de la Coupe du Trône de Polo se termine après des épreuves de qualification organisées à Assela, implantées au Maroc il y a plus d'un siècle. C'est en 2006 que fut créée la Fédération royale marocaine de polo. La même année a été lancé le trophée international Mohammed VI par la Garde royale. Au Caire et sous la présidence du Maroc, les travaux de la 48e session de la Conférence arabe du travail ont débuté. Le Royaume est représenté à cette session par une délégation conduite par le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise et de l'emploi et des compétences, Younes Kouri, qui a souligné, je cite, que le Maroc avance sur la voie de la consolidation du projet sociétal porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Je vous propose d'écouter le ministre au micro de nos envoyés spéciaux au Caire, Khadija Zerwal et Mehdi Chtaibi. C'est un congrès qui intervient après la crise Covid-19. C'est un congrès qui intervient également dans un contexte marqué par beaucoup de difficultés sur le marché du travail, disons les choses clairement. Pour ce qui est du Maroc, nous avons quand même des atouts.
nous sommes parmi les rares pays qui ont réussi à sceller un accord avec tous les syndicats représentatifs, avec le patronat. Nous avons innové en matière d'institutionnalisation du dialogue social. Et nous sommes parmi les pionniers en matière de politique du digital dans la région, car, rappelons-le, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, notre pays a pu traverser la crise Covid-19 avec souplesse malgré la difficulté, et nous sommes bien positionnés aujourd'hui pour vraiment aller de l'avant. Donc je pense que l'expérience marocaine intéresse les participants. Suite au message de Sa Majesté le roi Mohammed VI au nouveau président de la République du Kenya, William Ruto, la République du Kenya a décidé de révoquer la reconnaissance de la pseudo-race et d'entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation à Nairobi. Un communiqué conjoint dont des passages ont été rendus publics par le site web du Palais d'État de la République du Kenya, State House. Le Kenya soutient le cadre des Nations Unies en tant que mécanisme exclusif pour parvenir à une solution politique durable et permanente aux différends sur la question du Sahara marocain. Avec nous sur ce plateau, le politologue, professeur de droit, Mostafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. C'est un véritable coup de tonnerre au sujet de notre intégrité territoriale. Le Kenya retire sa reconnaissance de la prétendue race d'un coup de tonnerre, un coup de maître de la diplomatie marocaine sous le leadership de Sa Majesté le roi. Cet événement ne serait-il pas le prélude à un changement de la position de certains pays anglophones du continent? D'abord, vous l'avez dit, c'est un acte important pour au moins 3 raisons. D'abord, c'est le Kenya, c'est un pays qui compte dans l'Afrique de l'Est, et qui a donc des atouts économiques, diplomatiques en main. La deuxième raison, c'est que le Kenya est membre du Conseil de sécurité jusqu'au 31 décembre 2022. Et le troisième point, c'est que c'est une décision qui a été prise dès la confirmation de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, donc du nouveau président, Monsieur William Ruto, qui a succédé au candidat de l'opposition, Raila Odinga, qui lui s'était distingué par le soutien à la cause séparatiste. C'était d'ailleurs la position du représentant du Kenya au Conseil de sécurité l'année dernière, qui s'était présenté comme porteur d'une certaine volonté africaine d'accrocher l'Union africaine, donc au système des Nations Unies, alors que ça relève exclusivement des Nations Unies. Donc c'est important. Et puis il y a le contexte. Le contexte, nous sommes au mois de septembre. Dans 48 heures au plus tard commence officiellement l'ouverture de la session générale des Nations Unies. Et au mois d'octobre, il faut le rappeler, l'agenda du Conseil de sécurité prévoit précisément donc de faire le point sur la question du Sahara marocain. Sur la base de quoi? Sur la base d'un rapport de Staffan de Mistura, qui est allé dans le camp séparatiste et à Alger, puis en Mauritanie, sur la base du chef de la MINURSO, et également prenant compte le rapport que fera le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc voilà une situation intéressante, une sorte d'alignement des planètes, si je puis dire, qui favorise la position marocaine. Nul doute que ça va peser, pour répondre précisément à votre question, sur une nouvelle appréhension de la question nationale. Et au niveau des Nations Unies, le Kenya va défendre donc ce qui a été arrêté par son président, et au niveau d'un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Est qui vont s'interroger évidemment sur les tenants et les aboutissants réels de la question nationale. Le président égyptien Abdel Fattah Sisi a souligné, je cite, la nécessité de l'attachement impératif au concept de l'État-nation et à la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. À quelques semaines du prochain sommet du sommet arabe qui se tiendra à Alger, quelle est la portée de cette déclaration? Vous posez le problème de manière indirecte des conditions de réussite ou non du sommet arabe prévu le 1er et 2 novembre à Alger. Je dis bien prévu. Personne ne peut dire aujourd'hui que ce sommet aura lieu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un accord. Sur quoi? L'accord sur un ordre du jour. Et d'ailleurs, je rappelle qu'au mois de mars dernier, ce même sommet arabe était prévu dans la capitale algérienne et qu'il a été reporté le 1er et le 2 novembre parce qu'il n'y avait pas consensus sur l'ordre du jour de ce sommet des 22 membres de la Ligue arabe.
La position du président Sissi est extrêmement importante, c'est une position de clarification. C'est une position de clarification. Il y a deux aspects pour ce qui est de l'Égypte et de l'Algérie. Il y a un problème qui est posé du fait des prises de position de l'Algérie à propos du barrage Renaissance, Éthiopie, Soudan, Égypte, où l'Algérie a soutenu le droit de l'Éthiopie à la valorisation de ses ressources naturelles. Ça veut dire les eaux du Nil. Bien. Sur ça, les autorités égyptiennes et le président ont très mal pris ce positionnement. Et donc, il y a de l'eau dans le gaz, si je puis dire, entre le Caire et Alger. Maintenant, il y a l'autre problème qui n'est pas simplement bilatéral, le Caire-Alger, mais qui intéresse la Ligue arabe. C'est la question que vous avez posée. Et le président Abdel Fattah al-Sissi a tenu à cadrer les conditions dans lesquelles doit se tenir ce sommet. C'est-à-dire valoriser, prendre en compte le concept d'État national, c'est intéressant, l'État national, préserver la souveraineté et l'intégrité des pays, ça manque pas de relief, et ne pas traiter sous aucune forme avec les organisations terroristes et les milices armées. C'est une position qui est tout à fait celle du Maroc. Le Maroc soutient quoi? Soutient exactement ces mêmes principes. Respect de la souveraineté, intégrité territoriale, non-ingérence dans les affaires intérieures, pas de soutien aux organisations, etc. Qu'est-ce qui se passe à propos des cantines d'ouf? C'est bien des milices armées qui sont dans un territoire d'un pays voisin, l'Algérie, et qui, depuis plus d'un demi-siècle, mènent des opérations militaires, etc. Donc nous sommes parfaitement à l'aise et par rapport à la position du président Sissi, ça sera intéressant de voir comment l'Algérie va accueillir et traiter ces conditions posées par les principes du président Sissi. On aura une réponse et la manière dont l'Algérie va traiter cette forte recommandation du président égyptien va peser sur la tenue ou non du sommet et sur autre chose. Le niveau, si ce sommet se tient, le niveau de représentation, est-ce qu'il y aura beaucoup de chefs d'État et de gouvernement, l'ordre du jour et les conclusions qu'il faut en tirer. En tout cas, le Maroc est à l'aise, Sa Majesté le Roi a reçu une invitation. On ne peut pas en dire plus parce qu'on ne sait pas. Et donc, on attend de voir pour évaluer également les conditions de la participation du Maroc et à quel niveau de représentation. Et au Maroc, chez nous, on parle de dialogue social. Le dialogue social a repris. Un second round a été mené mercredi. Plusieurs chantiers sociaux ont été passés en revue. Une grande relance pour la concrétisation des engagements. Et que sont ces engagements? Il y a un acquis. C'est qu'il y a un dialogue social, il faut le dire. Quand il y a des choses qui sont faites, il faut le dire. Suite à l'accord intervenu le 30 avril dernier, donc à la veille du 1er mai, entre le gouvernement, l'organisation patronale CGEM, donc, et les syndicats représentatifs. C'est un accord qui fixe un certain nombre de principes. Premier principe, l'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se réunir de temps en temps, c'est-à-dire que ça va être un cadre de rencontres, de délibération, d'échanges, etc. Ça, c'est important, c'est un acquis. Deux, il y a un agenda. Il était prévu donc des réunions semestrielles, c'est le cas maintenant, ça reprend. Il y a une première réunion il y a 3 semaines, ça reprend aujourd'hui, c'était mercredi dernier où il y a eu le deuxième round de ce dialogue social. Alors, les points à l'ordre du jour sont nombreux, mais je peux citer la question des lois qu'il faut modifier, loi sur le droit de grève et sur la loi sur les syndicats. Il y a une nouvelle loi sur les syndicats. Il y a également la réforme du régime des retraites, dont on parle beaucoup, mais il faudra bien aller au fond maintenant, aller jusqu'au dur, si je puis dire. Puis il y a le pouvoir d'achat qui est un problème posé. Nous avons une inflation de 8% prévue pour 2022, l'augmentation du SMIC de 5%, faites le compte, 2021 il y avait également une détérioration du pouvoir d'achat. Donc c'est une question à laquelle tiennent les syndicats. Je vais aller plus loin pour finir. C'est bien le dialogue social, c'est bien qu'il soit tripartite, État, employeur et salariés. Mais il faut aller au-delà. Il faut qu'à partir de ce dialogue social, il y ait une réflexion consensuelle, participative, pour renforcer l'État social. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs d'activité
qui ne sont pas concernés par le dialogue social. Le dialogue social concerne ceux qui sont encartés dans les entreprises. Or, une bonne partie des travailleurs ne sont pas encartés, c'est tous les travailleurs informels, c'est les jeunes diplômés chômeurs, c'est les femmes, etc. Et donc, il faut revoir un peu les choses pour que ça imprime fortement des catégories sociales qui ne sont pas représentées par les organisations syndicales. Et puis, il y a un dernier point, il y a aussi le fait qu'il faut aller plus loin. Il y a des contestations sociales qui s'expriment dans les réseaux sociaux, dans les manifestations, il y a des acteurs locaux, il y a des ONG. Donc, il faut arriver à partir de cette entrée, si vous voulez, qui est favorisée par le dialogue social, à une réflexion globale sur le modèle de société. Professeur Simi, merci pour ce premier éclairage. On reviendra vers vous après ce reportage sur le stress hydrique qui sévit au Maroc, avec l'impact que nous connaissons après l'eau sanitaire. L'eau potable se raréfie, plusieurs oueds sont asséchés, les puits sont à sec. La population souffre de multiples coupures d'eau qui peuvent durer de longues heures. Pour alléger la souffrance de la population locale, les associations essayent de trouver des solutions durables. Sur place, c'est un reportage de Hassan Mskour, Soumia Bliechi et Maria Ouet. Sols arides et déshydratés, nappes phréatiques au plus bas et stations de pompage à l'arrêt du jamais vu. Le stress hydrique s'accentue dans les douars et les réserves en eau diminuent sous l'œil inquiet des habitants. Nous n'avons plus d'eau, il n'y a qu'à la mosquée où l'on peut trouver encore un peu d'eau, car elle est reliée à une cuve de stockage. On s'y arrête pour boire ou pour remplir une bouteille. Je suis agriculteur, mais je n'arrive plus à irriguer mes terres. Mes oliviers souffrent beaucoup du manque d'eau. À la maison, il n'y a que très peu d'eau et je n'arrive même plus à laver la vaisselle. Plus qu'ailleurs dans les douars, la gestion des ressources en eau est un défi permanent. La société civile et les associations essaient conjointement de trouver des solutions durables. Les nappes souterraines sont presque vides et c'est pourquoi nous devons trouver des alternatives. Les associations nous ont ramené une structure de pompage d'eau, mais cela ne suffit pas. Avec son climat semi-aride, le Maroc connaît une situation endémique exceptionnelle. Selon l'Organisation des Nations Unies, d'ici 2025, un tiers de la population sera concernée par le stress hydrique. Professeur, nous venons de le voir, la pluie se fait rare. On scrute le ciel avec l'espoir d'une saison pluvieuse, mais l'inquiétude est bien là. La ressource hydrique se fait rare, les barrages sont à moitié pleins. Le gouvernement est attendu sur ce terrain. Alors, quelle gestion serait la plus efficace ? Il a manqué l'anticipation. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu des alertes d'économistes, de conjoncturistes, de prospectivistes pour dire attention, le stress hydrique à terme. Nous y sommes aujourd'hui. Alors, il y a aussi un rapport de la Banque mondiale qui a été fait précisément sur cette question, sur lequel je vais dire quelques mots tout à l'heure. Pour l'instant, la situation est celle que vous avez définie. Si on peut donner des chiffres, le ministre de l'Hydraulique, Nizar Baraka, a fait une communication au dernier conseil de gouvernement. Il a donné des chiffres intéressants. Les ressources en eau du Maroc sont évaluées à 22 milliards de mètres cubes. 18 milliards de mètres cubes des eaux de surface et 4 milliards de mètres cubes des eaux souterraines. Bien, il y a plus de 130 barrages qui ont été réalisés depuis 1960. Donc ça, c'est un grand acquis. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que nous sommes aujourd'hui à la limite du seuil sévère de stress hydrique. Nous sommes à 600-650 mètres cubes par an et par habitant. Le seuil, c'est 500. Donc, il faut faire très attention. Alors, ça a comme effet quoi? Ça a comme effet l'exode rural, évidemment. Problème de l'eau, de ravitaillement, de la petite agriculture, etc. Les dégâts des inondations, qui sont évalués à 4 milliards de dirhams par an.
Il y a aussi les émissions de gaz faibles, puisqu'il y a des 10% en moyenne pour ce qui est du Maroc. Donc, il y a des choses faites. Il y a l'unité de dessalement d'Agadir. Il y en a une autre en construction à la Youn, etc. Il y a des mesures. Il y a 700 camions-citernes qui ont été mobilisés par le gouvernement, notamment dans les monts ruraux, etc. Donc, nous sommes maintenant au pied du mur, si je puis dire, et il faudra de l'audace, il faudra du volontarisme, et il faudra un cap clair pour mettre fin à cette situation qui préoccupe tous les citoyens, les opérateurs économiques. Professeur, je vous remercie pour cet éclairage. À Deauville, la Marocaine Inès Lqlelch remporte la 32e édition de la Coast Ladies Open de France. À 24 ans seulement, elle devient ainsi la toute première gagnante marocaine, arabe et nord-africaine du Ladies European Tour. Sur le parcours d'Auvilliers, la championne marocaine a battu au premier trou de play-off l'anglaise Megan McLaren et l'indienne Diksha Dakar qui complète le podium. Nous vous proposons à présent une visite guidée au musée paléontologique de Mgoun dans la province d'Azilal. Il s'agit du premier parc du genre au Maroc et en Afrique, un territoire protégé qui regorge de merveilles archéologiques, historiques et culturelles. Découverte avec Omar Jlaidi et Maria Oued. Situé sur une réserve protégée au milieu des montagnes de l'Atlas, le géoparc Mgoun est riche de sa biodiversité. On y trouve une flore exceptionnelle à l'image du genévrier de l'Atlas, des animaux en voie d'extinction comme le singe magot et un musée de paléontologie, témoin de ce que fut l'histoire des hommes. On a aujourd'hui la chance d'avoir un grand musée de l'histoire de l'humanité. Ce qui unit l'humanité est aujourd'hui ici à Azilal. J'allais dire même c'est le musée de l'humanité. Vous voyez ? Et donc, je suis très heureux parce que le musée est très beau. Avec ses 5700 km² de superficie et ses fossiles grandeur nature, le géoparc Mgoun est un vecteur important pour le développement socio-économique de la région. L'ouverture de ce musée est une magnifique opportunité pour la région. Elle permettra, je l'espère, de faire connaître la province d'Azilal, mais aussi celle de Bni Mellel. Notre province est riche en ressources naturelles. Ce musée est construit sur plusieurs sites géologiques et géotouristiques exceptionnels. C'est le premier géoparc d'Afrique et c'est pourquoi la ville d'Azilal a été choisie comme capitale du géoparc par l'UNESCO. Riche d'un patrimoine géologique, minéralogique et paléontologique exceptionnel, le géoparc Mgoun apparaît ainsi comme la vitrine naturelle d'un Maroc éco-responsable. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.